chacun. Je m'appelle Juliette Leménian, je travaille pour la Fondation Inartis et on m'a donné la responsabilité d'animer cette table ronde avec 5 personnes éminentes. Voilà, j'espère qu'on va réussir à capter votre attention. On a même un des directeurs du salon avec nous. Grande chance. Le but de cette table ronde, c'est de voir comment on peut passer du secteur de l'horlogerie, de la microtechnique, de la microprécision vers celui de la medtech. Et puis, quel est un petit peu ce chemin entre une idée, un produit, une solution, un marché. Et pour ça, on a une chaîne de valeur qui est représentée ici. Vous allez voir, on va vous la présenter un petit peu plus en détail. Peut-être pour commencer, les intervenants vont se présenter rapidement. Et puis, je rajouterai quelque chose. Si chacun de vous, qui allez se présenter, pouviez ajouter quel est votre lien le plus direct, à la fois avec le secteur de l'horlogerie et avec le secteur de la medtech. Donc, Benoît Dubuis, si vous pouvez démarrer. Bonjour à tous, mon nom est Benoît Dubuis, je suis surtout ingénieur, ingénieur de formation, mais je pense que quand on est ingénieur, on l'est dans ses gènes. Et donc j'aime la technologie et j'ai toujours essayé de soutenir l'innovation. Quel est mon lien par rapport à la chaîne MedTech et surtout la chaîne de valeur industrielle? Alors je suis au bout de la chaîne puisque en fait j'ai mes collègues de l'industrie qui sont en fond de table. Et en fait, aujourd'hui, je suis le directeur de Campus Biotech et Campus Biotech se veut un écosystème qui soutient les phénomènes translationnels. Alors pourquoi translationnel? Simplement parce que l'on va partir depuis l'innovation, la génération d'idées, jusqu'au moment où on devra passer la main vers des entreprises, vers des sociétés qui vont créer des produits, des services qui seront utiles à la population. Merci Benoît. Monsieur Stockel? Je me présente, Michael Stockel, je suis le responsable de la plateforme de microfabrication qui est située au campus Biotech à Genève. Donc nous, notre rôle finalement, c'est de fournir les outils aux chercheurs pour qu'ils puissent passer du stade de l'idée, du projet, au stade de la fabrication. Donc nous, on va valider les process, les assister et surtout leur fournir des équipements qui ne pourraient pas en temps normal se payer et une infrastructure afin que finalement, ils puissent passer du stade de l'idée, du design à un produit fini, on va dire fini, validé, qualifié, et qui pourra ensuite donc passer à l'étape de production, de fabrication. Alors moi, mon rôle, il est vraiment technique, on va dire. Nous, on est là vraiment pas pour valider la qualité du projet en lui-même, mais pour être sûr que techniquement, c'est faisable, c'est réalisable et dans des coûts raisonnables et finalement dans des process qui soient résilients et résistants. Voilà, nous on est un peu les gens qui ont les pieds sur terre et qui permettons des fois aux chercheurs de remettre les pieds sur terre. Merci beaucoup, Michael. Emmanuel Jelch? Oui, enchanté, Emmanuel Jelch. Alors, je suis aussi de formation ingénieur au départ. Après, je me suis spécialisé dans le droit des brevets, de la propriété industrielle. J'ai travaillé quelques années dans l'industrie, puis j'ai rejoint le cabinet AWA, qui est un cabinet de conseil en propriété industrielle suédois à la base, qui s'est étendu par la suite au Benelux et maintenant en Suisse. Et le lien avec les medtech, c'est que j'ai beaucoup d'inventions à protéger dans ce domaine. Donc c'est effectivement qui utilisent de la haute précision tous les jours pour obtenir des brevets qu'on valorise ensuite dans des produits finis dont on va vous parler par la suite. Merci beaucoup. Marie Gommet? Oui, bonjour. Alors Marie Gommet, moi je viens du domaine en termes de formation des technologies pharmaceutiques. J'ai passé quelques années en laboratoire de recherche à l'université et ensuite j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique et medtech, au sein de laquelle j'ai géré différents projets de développement, que ce soit vraiment des étapes de conception, vraiment au départ d'un projet, jusqu'à la mise sur le marché, au sens, par exemple, des études cliniques. Donc je ne suis pas un expert réglementaire, par exemple en medtech, je me vois plus comme quelqu'un de relativement généraliste, mais avec une vision assez high level sur le développement des produits thérapeutiques, que ce soit les médicaments ou que ce soit les dispositifs médicaux. Depuis 3 ans, je suis responsable pour la Suisse romande des activités de ISS AG, Integrated Scientific Services. Nous sommes une compagnie d'environ 50 employés qui accompagnons des medtech dans le développement, la mise sur le marché de leurs dispositifs médicaux. Donc, que ce soit d'un point de vue réglementaire au niveau stratégique,
également au niveau opérationnel, par exemple en supportant ces entreprises pour implémenter un système qualité, encore également pour les accompagner au niveau des études cliniques, et puis dans la relation par exemple avec les autorités de santé, avec les organismes certificateurs. Alors, mon lien avec la MedTech, j'allais dire, il est assez, du fait de cette activité-là, il est assez vaste finalement parce qu'on a vraiment des clients de différentes tailles, que ce soit des startups, voire même des projets très, très précoces au niveau de l'université. On travaille beaucoup avec InnoSuisse, jusqu'à des compagnies qui sont très bien établies dans le domaine de la MedTech, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises ou des entreprises qui viennent d'un autre domaine et qui ont décidé de se diversifier en mettant au service leur technologie au service de la MedTech. Voilà. Merci beaucoup Marie. Monsieur Piguet, du coup je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors je vais commencer par mon lien avec l'horlogerie et la MedTech. En fait il est assez simple. J'ai diplômé il y a 25 ans et j'ai travaillé 10 ans dans le monde de l'horlogerie et 15 ans dans le monde de la MedTech. Donc je connais un petit peu les deux. Je travaille maintenant chez Medtronic à Tolocna où je suis responsable du développement industriel. Qu'est-ce que c'est le développement industriel? Pour nous, c'est de recevoir un prototype des mains de nos collègues de la R&D aux États-Unis et le transformer en ligne de fabrication dans notre usine de Tolocna pour fabriquer, on va dire, entre 100 et 150 000 produits par année de ces formats-là. Donc pacemaker et autres actifs implants cardiaques. Donc voilà, j'ai pu transposer, on va dire, beaucoup de choses du monde de la microtechnique horlogère au monde du medtech. Mais évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on va aussi parler de la différence entre ces deux mondes. Et puis, je me réjouis de participer à ce débat. Merci beaucoup à chacun. On est dans un salon qui est très pragmatique. Les sous-traitants, c'est des gens qui font beaucoup de choses, qui sont au service de l'industrie horlogère. Et du coup, pour cette table ronde, je me suis dit que plutôt qu'avoir un débat désincarné, on allait faire un projet, en fait. C'est-à-dire que tous ensemble, en fait, autour de la table, ça pourrait être une société. C'est-à-dire, on a Benoît Dubuis, qui est le créatif, qui a des tonnes d'idées. Après, on a Mickaël, qui va lui remettre les pieds sur la terre en disant moi, je suis l'ingénieur, donc... on peut le faire, mais attention, il faut que ça soit biocompatible, il faut le faire comme ça, etc. On a l'agent de brevet qui va arriver, qui va dire attendez, on a le droit de le faire, on n'a pas le droit de le faire. On peut le protéger, on ne peut pas le protéger. Ensuite, on a l'agent réglementaire et puis un petit peu large qui va être capable de nous dire comment on va le faire, combien de temps ça va faire, il va falloir un planning, combien d'années, etc. Et en toute bout de chaîne, quand on sera arrivé à Monsieur Piguet, lui, quelque part, c'est l'industriel. L'industriel, c'est notre seule voie, on va dire, pour les gens qui ont des idées, d'aller sur le marché à un moment. Il faut que quelqu'un rachète cette idée, il faut que quelqu'un se l'approprie. Et comme disait M. Piguet, il faut qu'il l'intègre dans sa ligne de production à 100, 150 000 exemplaires. Donc le but de cette table ronde, ça va être que M. Dubuis va nous donner une idée, et puis on va essayer de la faire passer à travers notre chaîne de valeur et voir à la fin si M. Piguet va nous l'acheter. Donc c'est, on va dire, une sorte de jeu de rôle auquel les intervenants sont très préparés, comme vous le voyez. Et je pense qu'on va d'abord tester la créativité de M. Dubuis. Je compte sur lui, sinon on devra trouver quelqu'un dans la salle. Ce qu'on peut lui donner comme base de départ, c'est Benoît, vous êtes exposant au salon 2021. Et puis, vous êtes principalement actif dans l'horlogerie. Et vous vous dites, tiens, ma technologie que j'ai dans l'horlogerie, je pourrais la mettre dans la medtech, parce que finalement, je m'aperçois que la medtech, c'est complètement contracyclique. Plus le monde va mal, plus la medtech va bien. L'horlogerie, c'est à peu près le contraire. Et puis, ça vous permettra de rationaliser un petit peu vos équipes et puis d'avoir un petit peu de perspective avec des protections brevetaires à 20 ans et autres. Donc, je vais vous demander un petit acte créatif. Il faut que vous imaginiez un projet et puis que vous nous le décriviez pour qu'après on puisse le travailler dans la chaîne de valeur avec les autres intervenants. Vous avez 3 minutes. Alors, j'ai 3 minutes pour définir un projet, mais j'aimerais simplement préciser un point qui a été dit. Si je me mets dans la peau d'un sous-traitant, vous avez d'abord des compétences qui sont extraordinaires et vous arrivez à fournir des services qui vont être appréciés par tout le monde. Et je pense que la créativité peut venir dans les deux sens. C'est-à-dire, en premier, on peut se poser la question en disant, sur la base de mon savoir-faire, sur la base des spécifications des pièces que je vais pouvoir produire, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au monde MedTech ou au monde Biotech ?
Il y a une deuxième approche, c'est l'approche qui est conduite par la recherche, qui est plus fondamentale, voire l'approche que l'on appelle translationnelle, c'est dire quels sont les besoins. La recherche fondamentale, même si je n'aime pas faire une séquenciation, elle va essayer de générer de l'idée nouvelle, des procédés nouveaux, sans vraiment avoir une applicabilité qui est recherchée dans un premier temps. En fait, on va générer de la connaissance. Et sur la base de cette connaissance, on va se demander qu'est-ce que l'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir l'intégrer. Une deuxième chose, et on en reviendra par rapport au produit, c'est de concevoir les besoins. Alors vous pourrez dire c'est l'opposé de la recherche fondamentale, puisqu'en fait on va se dire j'ai tel device, ce device est simplement trop gros, il consomme trop de courant, ou il n'est pas implantable, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il a comme problème. Et on va essayer de travailler sur le concept simplement pour le rendre utilisable. Et c'est vraiment à la confluence de ces trois approches, une approche clinique dictée par un besoin, une approche fondamentale qui va générer des idées et une approche qui est vraiment appliquée en disant j'ai un produit mais je n'arrive pas à l'utiliser, que finalement vont se retrouver les produits. Je complète un tout petit peu, même si je veux me prendre un petit peu plus de temps. Je pense que la chance que nous avons dans cette région, c'est vraiment de pouvoir compter sur deux clusters et sur deux traditions. Il y a une première tradition qui est la tradition de ce que j'appelle de l'ingénierie de précision qui a conduit à l'horlogerie, qui quelque part va nous produire des systèmes qui sont à la fois petits, qui sont à la fois complexes, mais qui sont surtout stables. Ils sont reliable, comme disent les Anglais. Et en fait, c'est typiquement ce que l'on recherche dans le domaine de MedTech. Le jour où vous avez un pacemaker, vous voulez simplement qu'il soit le plus petit possible, qu'il soit le plus efficace possible, mais surtout que le jour où vous en avez besoin, eh bien, il soit capable de délivrer le courant que vous voulez. Et finalement, ce que vous recherchez à travers l'horlogerie d'autres précisions est exactement la même chose que ce que l'on va rechercher dans d'autres domaines au niveau médical. Alors maintenant, pour en arriver au produit, donc je vais mettre à mal justement les différentes personnes, mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas choisir un produit. Je vais choisir simplement, dans le cadre de Campus Biotech, de donner la parole à mon voisin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui-même qui, justement, à travers sa plateforme, va pouvoir façonner un objet qu'il serait capable de produire. Parce que sinon, on sera obligé de se tourner vers le salon pour aller trouver des manufacturiers, ce qui n'est pas notre but. Et donc, je me tourne vers Michael Stöckel, qui lui-même va préciser ce qu'il fait à travers sa plateforme. Alors nous, au niveau du domaine MedTech, je dirais que c'est sûr que par rapport à la plateforme, faire un lien avec l'horlogerie, ce sera un peu compliqué. Parce que, pour être totalement clair, nous, au niveau de plateforme, je dirais, si je devais un peu vous décrire 3 projets qui sont actuellement développés au sein de la plateforme, je vais vous parler électrodes, c'est-à-dire électrodes implantables. On a Idura de Stéphanie Lacour qui est une électrode qui s'implante au niveau de la moelle épinière. On a SoftICog de la start-up Neurosoft qui, elle, s'implante au niveau du cerveau. Et on a aussi une lentille développée par le professeur Ghezzi, donc qui, elle, est au niveau des yeux. Donc voilà, si moi actuellement je devais développer un produit, c'est sûr que on serait plus au niveau des électrodes. Dans ce cas, ce que je propose à Michael Stöckel, c'est qu'on va développer un système de puce ou de système de ICOG qui soit capable de lire les signaux du cerveau, mais cette fois de façon externe, sans implantation. Ça vous va ? Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez bien nous définir le projet ? Comment vous l'imaginez ? Vous allez à votre premier rendez-vous avec Michael et présentez-lui votre projet. C'est relativement simple. Aujourd'hui, quand on parle d'un brain-computer interface, c'est-à-dire d'une interface homme-cerveau-machine, en fait, on est obligé d'aller lire les signaux cérébraux. Alors, vous vous doutez bien que les cerveaux cérébraux sont extrêmement complexes, c'est la première chose, et qui sont extrêmement ténus. Et donc, il y a 2 façons d'approcher cela. C'est soit vous le faites de façon externe, et dans ce cas, vous n'arrivez pas à lire la précision du signal, soit vous allez à l'intérieur du cerveau, vous êtes donc plus proche de la génération du signal, sauf que c'est quelque chose de très invasif. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, le Graal, ce serait d'avoir une capacité de percevoir ces signaux, mais de façon externe, sans implantation. Alors, oui, sans implantation, déjà c'est un sacré défi, parce que pour l'instant, déjà je vous dirais, c'est tendu, parce que c'est quelque chose pour l'instant qui n'a pas du tout été fait et qui n'a pas été du tout développé, ne serait-ce qu'au niveau de la recherche fondamentale. On en est encore à faire, être obligé à passer par des implantations directes au niveau du cerveau. Et donc, disons que oui, ce serait, on est d'accord, on parle du Graal, mais moi déjà je vous dirais, faisons une étape intermédiaire avant de passer directement
quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qu'on pourra produire, de passer déjà par une étape intermédiaire. Ça, de toute façon, on ne va pas y échapper parce que déjà, il va falloir que vous validiez votre électrode. Il va bien falloir qu'il y ait un contact au niveau du crâne. Il va falloir que vous validiez votre système de transfert de données et votre système d'acquisition. Donc je dirais de partir dès le départ sur quelque chose qui saute toutes les étapes, ça me paraît un peu trop ambitieux. Donc je dirais on va commencer déjà par une électrode implantable. Mais je vous rassure, à Campus Biotech, on a beaucoup d'ambition. Oui. Mais voilà, je partirais sur de l'implantable. Et là, je vous dirais, on a tout ce qu'il faut finalement au Campus Biotech pour réaliser ce genre d'éléments. Parce qu'on a les équipements adéquats qui ne viennent pas de l'horlogerie, mais plutôt du domaine du semi-conducteur. Parce que finalement, comme vous disiez vous-même tout à l'heure, pour avoir des matériaux, plutôt des puces ou des électrodes qui soient à la fois miniaturisés par rapport au design d'origine, qui soient fiables, qui soient répétables, finalement, la biotechnologie s'est tournée vers le domaine du semi-conducteur, qui était passé avant avec des machines qui avaient exactement les mêmes problématiques, mais qui ont fabriqué finalement des puces électroniques, de la RAM avec, et on s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire des choses qui soient biocompatibles avec ces mêmes équipements. La seule différence finalement qui a été faite, c'est qu'on a utilisé des métaux qui soient biocompatibles, l'or, le platine et le titane. Mais sinon, c'est exactement les mêmes équipements. Et grâce à cette technologie, cela nous permet d'avoir des designs qui descendent au niveau du micron. Chose que l'usinage traditionnel ne nous permettrait pas de faire. Donc, je dirais que la fabrication de l'électrode, ça ne devrait pas poser de problème, on a ce qu'il faut. Maintenant, effectivement, toute la partie électronique, captation des signaux, là, je m'adresserai peut-être à d'autres personnes parce qu'on n'a pas l'expertise, nous, en tant que plateforme, pour ce genre de travaux. C'est ça qui est intéressant, c'est que déjà humainement, quand vous développez un projet d'innovation, on sent que le monde de Benoît et le monde de Mickaël, il est déjà différent. C'est-à-dire que Benoît, il arrive avec des expectations qui sont énormes, et Mickaël, déjà, il casse à moitié son idée en disant « Attendez, calmez-vous, vous êtes trop ambitieux ». Et en fait, quand on arrive avec un projet d'innovation, il ne faut pas commencer petit, il faut commencer grand. Et puis en fait, le rôle de Mickaël, c'est pas de casser le projet de Benoît, c'est de dire d'abord, faites-moi un pilote un peu plus petit, raisonnable, et puis après ça, on ira un petit peu plus grand. C'est un petit peu, quelque part, l'accumulation des risques. Se dire, on ne peut pas avoir un risque produit et un risque marché. Déjà, le marché, il n'est pas encore très clair. Donc, on va éliminer le risque produit. On va déjà essayer de développer ça. Et puis, quand ça fonctionnera, ça avancera. Et puis, ce que dit Mickaël, c'est de manière très simple. Vous, sous-traitants, vous n'avez probablement pas toutes les expertises. Il y en a certaines que vous avez des compétences et il vous en manque. Et là, on va se tourner vers une chaîne de valeur un petit peu plus large. Et peut-être la première, c'est l'agent de brevet, de dire Monsieur Dubuis a eu cette idée, Mickaël le redélimite un petit peu. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a la freedom to operate et puis il y a la protection. Comment est-ce que vous faites quand... peut-être Mickaël, si vous pouvez présenter à Emmanuel votre projet, et puis il va réagir du coup. En fait, ce que je ferais déjà, comme dit, par rapport au projet de départ, je définirais la faisabilité. Et puis, disons que je décomposerai les différents éléments et après, j'irai voir le responsable de brevet et dire, voilà, nous, on a cette idée-là. On voudrait faire ça, ça et ça. Par rapport aux choses qu'on veut faire, qu'est-ce qui existe déjà sur le marché? Et finalement, quels sont les brevets qui ont déjà été posés? Et dire voilà vers où on peut se tourner, finalement quel est l'espace de mouvement qu'on a encore pour développer des choses et faire en sorte qu'on ne va pas tomber finalement dans des choses qui sont déjà existantes et sur lesquelles des brevets ont déjà été déposés. Parfait. Emmanuel, du coup? Alors, la première question que je vais avoir, ce sera plutôt juridique. C'est nous, qui sont les nous? Donc il faut savoir qui est le véritable inventeur, où ils sont une équipe. Est-ce que c'est Benoît tout seul qui a contribué à l'essence inventive, ou c'est avec Mickaël qui a participé énormément à modifier le projet, rajouter des éléments pour que ça fonctionne? Donc déjà définir quels sont les inventeurs, ensuite pour le compte de qui le dépôt sera effectué, et ensuite on va parler au niveau technique. Donc effectivement c'est une belle idée, mais il faut voir effectivement si elle n'existe pas déjà. Donc le premier aspect, c'est l'aspect brevetabilité. Est-ce que c'est nouveau, les conditions de brevetabilité, la nouveauté?
Donc est-ce que quelqu'un d'autre auparavant l'aurait fait dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel endroit du monde? Il faudra vérifier donc par les bases de données si ça existe déjà. Ou est-ce qu'il existe quelque chose de très proche qui aurait pu effectivement donner l'idée à quelqu'un du métier d'arriver au même résultat technique? Donc ça, c'est l'activité inventive. Si on a ces deux critères qui sont concluants, c'est-à-dire positifs, on peut aller peut-être de l'avant sur la rédaction. Il faudra aussi voir s'il y a un aspect pratique, l'application industrielle. C'est-à-dire que ça pourrait être utilisé dans l'industrie, c'est qu'au final, un Medtronic va pouvoir utiliser cette invention. Sinon, s'il n'y a pas d'application industrielle, comme le mouvement perpétuel ou autre, il n'y a pas de business. Donc ça, c'est les concepts au niveau du brevet. Après, si effectivement il faudra déposer une demande de brevet, il faudra voir s'il y a possibilité de commercialiser. Donc s'il faut passer ce qu'on appelle le critère de liberté d'exploitation, freedom to operate en anglais, est-ce que vous êtes libre d'exploiter ou pas? Donc bien sûr, ça dépendra beaucoup du produit qui sera développé, mais il faudra regarder tout l'art antérieur par rapport aux brevets qui sont valides, et dans quel pays on veut commercialiser, et voir s'il y aura des gènes. Est-ce qu'il faudra conclure des licences avec certains partenaires, certains tiers qui ont des brevets plus larges, qui couvrent? Peut-être effectivement la demande de brevet qui va être déposée, elle est brevetable, parce qu'il y a des critères inventifs, mais il est possible que ça dépende de quelque chose de bien plus large et qu'il s'agisse simplement d'une amélioration de quelque chose d'existant. Et là, pour ça, il faudra négocier avec un titulaire tiers qui aurait des droits antérieurs, avec qui il faudra conclure ou des licences, ou vérifier que son brevet n'est peut-être pas valide ou est déjà échu, donc il n'y aura peut-être pas besoin de passer à la caisse. Si par exemple on prend vraiment cet exemple d'électrode, je sais que vous n'allez pas nous délivrer quelque chose vous n'avez pas fait d'analyse en amont, mais c'est quoi votre feeling? Une électrode, pour moi, c'est déjà quelque chose d'existant, ça va pas être forcément facile, on peut peut-être protéger un design, on peut aussi, Mickaël, parler des systèmes d'acquisition, on peut peut-être protéger un algorithme d'analyse. Comment est-ce que vous verrez ce cas-là? Qu'est-ce que vous conseilleriez à Mickaël, après avoir évidemment un peu plus travaillé que là en 3 minutes, mais... Alors effectivement, la propriété industrielle est vaste. Il y a le droit des brevets, on pense toujours aux brevets. Effectivement, il y a aussi les marques, mais ça sera plus en aval quand on sera proche de la production, proche de la commercialisation. Et le design, ça peut être très utile, effectivement, quand on veut avoir une protection supplémentaire. Donc il faut voir effectivement si le design qui va être créé de ce prototype apporte quelque chose d'original. Parce qu'il faut qu'il soit nouveau et original, pas forcément imposé par sa fonction technique. S'il est imposé par sa fonction technique, il ne sera pas brevetable, pas protégeable, enregistrable. Par contre, effectivement, le problème, il y aura des éléments dans le prototype et dans le produit final qui seront déjà connus, qui seront peut-être déjà commercialisés, comme une électrode. Si vous prenez une électrode classique, effectivement, il faudra voir si cette électrode n'a pas des droits qui existent toujours. Et là, dans ce cas-là, il faudra également conclure des partenariats, des contrats, des licences pour vérifier la disponibilité de ces différents éléments qui peuvent être protégés. Parfait, merci beaucoup. De manière ultra pragmatique, combien de temps vous allez prendre maintenant, Mickaël, il vous demande un devis et un timeline. Combien de temps vous allez prendre pour l'analyser? Et puis combien ça va lui coûter de faire ça pour cette électrode précisément? Et c'est peut-être Benoît qui va payer au final, à la fin. Et peut-être simplement un petit mot pour dire que c'est une recherche qui est essentielle. Trop souvent, on ne le fait pas. Je ne veux pas défendre justement votre business, mais c'est pas peu fréquent que de voir que même des groupes de recherche ne savent pas ce qui se passe à côté d'eux. Et il nous est arrivé de rencontrer des professeurs qui avaient l'impression d'avoir travaillé pendant des dizaines d'années, alors que finalement, ce sur quoi ils avaient travaillé ou quelque chose de très proche avait déjà été breveté. Alors non seulement ça invaliderait justement l'utilisation et surtout la valorisation, mais le fait de s'être intéressé à cette littérature de brevet leur aurait certainement permis de progresser plus rapidement. D'ailleurs, et là je me tourne également vers l'agent de brevet, il est une rumeur, ou je ne sais pas, quelque chose qui se dit que pratiquement 80% de la connaissance scientifique se trouve dans la littérature de brevet et ne se retrouve pas dans la littérature scientifique. Je l'ai lu ce chiffre, mais je me tourne vers lui pour savoir s'il a une base de vérité. C'est tout à fait exact. Beaucoup de personnes ne divulguent que dans les brevets
des informations parfois qui doivent plus ou moins rester confidentielles. Donc dans les brevets, c'est une mine d'informations dans les demandes de brevets et dans les brevets accordés. On trouve énormément de savoir-faire et d'idées qui peuvent être récupérées pour des améliorations dans d'autres domaines. C'est vrai que vous protégez une invention par brevet, mais il y a publication de la demande de brevet, donc tout le savoir est public et peut être réutilisé pour des fins autres que effectivement le produit qui va être protégé par le brevet en particulier. Parfait. Et du coup, pour revenir au budget et au temps, environ pour avoir des ordres de grandeur si les personnes là veulent faire cette recherche? Alors la recherche peut prendre en gros, je dirais, une semaine, 2 semaines, en fonction effectivement de la disponibilité du chercheur de base de données brevet. Alors il existe aussi des bases de données gratuites, du style EspaceNet, PatentScope de l'OMPI ou autres. C'est des bases de données qui sont faciles à utiliser, qui donnent une information assez bonne, mais pas complète, puisque la gratuité, effectivement, fait qu'il n'y a pas tout, effectivement. Donc, malheureusement, il faut souvent passer par des bases de données publiques payantes, et pour lesquelles il faut avoir des abonnements. Donc, ce n'est pas à la donnée de tout le monde. Donc, au niveau des coûts, il faut compter à peu près, je dirais, ça dépendra de la technologie, mais vu la complexité du produit qu'on est en train d'élaborer, je pense dans les 3000, entre 3000 et 5000 francs, à peu près, quoi. Parfait. Et combien de temps 1 mois, 2 mois? Non, je pense à peu près 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, ouais. Ça dépend en fait le temps à disposition de l'agent brevet, parce que s'il y a d'autres dossiers urgents, il faudra qu'il repousse un petit peu, mais ça peut être assez rapide. Et ce que vous n'avez pas dit, Monsieur Dubuis, en fait, c'est que l'électrode, lui, a déjà travaillé dans le domaine de l'horlogerie et en fait, il veut récupérer un système d'électrode qu'il avait mis pour la fabrication des montres. En fait, c'était une sorte de senseur qui permettait de capter des paramètres. Et il trouve que finalement, cette idée, elle serait intéressante pour la medtech, mais il l'a déjà breveté avec une application, avec des schémas qui étaient très, très dirigés horlogerie. Et il voudrait le redéposer dans le medtech. Il doit tout refaire ou il y a des passerelles, on peut changer les claims. Il a un brevet suisse aujourd'hui, Monsieur Dubuis. Et puis, il voudrait le mettre dans la medtech. Il doit tout refaire ou vous pouvez proposer des passerelles? C'est toujours pour moi? Oui, c'est toujours pour l'agent de brevet. Alors, effectivement, il faut voir, est-ce que c'est un domaine connexe ou c'est un domaine tout à fait différent? Puisque, effectivement, si c'est une idée qui existe déjà, une conception qui existe dans l'horlogerie et qui est simplement juxtaposée au domaine de la medtech, est-ce que pour un homme du métier, c'est la question, pour un spécialiste du domaine, est-ce qu'il était évident d'aller puiser dans le domaine de l'horlogerie pour l'amener à la medtech? Est-ce que l'homme du métier était incité à aller chercher une technologie dans ce domaine pour l'amener au medtech? Alors ça dépend du cas par cas et de l'application. Mais je dirais que c'est des domaines qui sont assez connexes et de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus d'interactions dans ces deux mondes. Donc, comme on a dit, monsieur de medtech, de Medtronic travaillait dans l'horlogerie. Donc, il y a des hommes du métier, des spécialistes, qui ont les doubles casquettes, les doubles compétences. Donc, il est probable que l'idée de juxtaposer, d'utiliser un principe existant dans un domaine, l'appliquer à un domaine qui est relativement proche, serait peut-être évident et qui n'aurait peut-être pas de brevet. À moins que, pour finir, l'apport technologique qui est donné par cette électrode permette de surpasser par des avantages techniques. Parfait, merci beaucoup. Du coup, si je regarde un peu le calendrier, Monsieur Dubuis, il a eu son idée le 5 janvier. Et puis, il en a parlé à Mickaël le 1er février, le temps qu'il libère son agenda. Et puis, vous mettez 15 jours à travailler, donc 1 mois. Donc, disons que vous commencez le 15 février, on est au 15 mars. Juste pour donner des ordres d'idées, on croit toujours que ça va plus vite que ça va en réalité. Et maintenant, Marie, on vous donne le calendrier. Vous avez Mickaël, l'agent de brevet ont travaillé, Benoît a ses idées. Déjà, comment vous interagissez avec Benoît, avec Mickaël, avec l'agent de brevet? Et puis, comment vous imaginez la suite? On fait quoi maintenant? Alors, je vais répondre à la question du calendrier. Je vais commencer par celle-là. Donc,
potentiellement, un produit tel que celui-là, on peut envisager qu'il soit mis sur le marché, que ce soit dans le cadre d'un partenariat, d'une collaboration avec une entreprise telle que Medtronic, ou que ce soit via la création d'une start-up, par exemple, qui va prendre la responsabilité de ce produit sur le marché. Potentiellement, ce produit pourra arriver sur le marché le 15 mars, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans après l'idée. Alors ça fait un petit peu peur dit comme ça. On est dans une classe de risque qui est probablement assez élevée. On est dans le domaine de la neuro. Il y a probablement un système de dispositifs médicaux qui est mis en œuvre. Ce n'est pas juste une électrode, il y a un système de software derrière. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour évaluer le risque de ce produit. Ensuite, j'aimerais surtout prendre un peu de recul sur ce projet. Finalement, jusqu'où on veut aller avec ce projet. Ma question sera aussi jusqu'où Benoît, jusqu'où les autres intervenants souhaitent aller avec ce projet. Est-ce que le but, c'est d'avoir une entité qui va le mettre sur le marché? Est-ce que le but, c'est simplement de faire une proof of concept, de démontrer que ce produit fonctionne et présente un bénéfice-risque intéressant et sûr pour le patient, ou est-ce que, et puis dans ce cas, l'idée, c'est effectivement de revendre l'idée, entre guillemets, à un partenaire tel que Medtronic, qui de toute façon va utiliser tout ce qui est en interne pour refaire pas mal de choses pour le développement de ce produit, et puis va ensuite gérer la mise sur le marché et le suivi. Ou alors, est-ce qu'on est face à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent aller dans la voie de la start-up, mettre leurs produits sur le marché, peut-être trouver une exit par la suite et le revendre. Mais là, déjà, au niveau stratégie, c'est relativement important d'avoir ça en tête. Peut-être vous pouvez poser la question à Monsieur Dubuis, comme ça on a un cas qui est le plus précis possible. Alors, quel est l'objectif? Est-ce que c'est aller jusqu'au proof of concept et revendre après, ou est-ce que c'est monter une start-up? Mais je ne suis pas sûr que ce soit une question qui soit la plus pertinente. Parce qu'en fait, en tant que chercheur, notre but, c'est de résoudre un problème clinique, un problème médical. Et quelque part, c'est le chemin qui va nous amener à un choix. Et j'aime pas faire la différence entre un choix qui est binaire entre la start-up et finalement la grande entreprise. Parce que finalement, la première étape est toujours la même, c'est la licence. Et que la licence puisse être donnée à une petite start-up, elle peut être donnée à une PME, elle peut être donnée à Medtronic, à une grande société. Le seul but, c'est de s'assurer qu'à travers le fait de donner cette licence, la société va bien travailler sur le projet, va bien faire progresser le projet en mettant tous ses moyens, et que dans certains cas, la start-up est une voie intéressante qui permettra peut-être, in fine, à la grande entreprise d'être intéressée à reprendre le produit, mais parfois, il vaut mieux sauter directement à la grande entreprise qui, quand elle met ses forces, ses moyens, ses compétences, etc., peut aller extrêmement vite. Je vois très souvent des gens qui viennent me contacter pour qui le monde est justement binaire, en disant les startups c'est dynamique, les grandes entreprises ça dort et en gros il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien de moins juste ou il n'y a rien de plus faux. Parce que le jour où une grande société est vraiment met ses moyens pour faire avancer un projet, elle peut aller très vite. Et la somme de connaissances qui se trouve dans ces grandes sociétés et qui couvre tous les domaines qui sont autour de cette table par rapport à une start-up qui devra essayer de se dépatouiller en faisant de son mieux, en essayant de traiter à la fois avec un réseau et d'autre part, parfois un petit peu par arrogance, te dira qu'il y a certains points sur lesquels elles peuvent travailler qui forcent ensuite la société à tout reprendre, fait que finalement, ce n'est pas forcément les chemins les plus rapides qui permettent d'aboutir sur le marché avec un produit. Donc je pense que, pour répondre à votre question de façon très directe, un projet de ce type d'ambition va coûter, si vous parlez de 7 ans, j'investis tout de suite, parce que je pense qu'on en rajoutera encore quelques-unes, des années. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va coûter fort cher, et que l'argent a effectivement une certaine valeur, et il a surtout un coût. Et ce coût est d'ailleurs beaucoup plus important tout au départ que bien plus tard. Et que si on avait le choix entre une grande société qui, effectivement, peut déjà se baser sur une technologie existante, parce que ce dont on parle, c'est quoi? C'est l'intégration d'une électrode, de software, ensuite de stimulateur, etc. Si Medtronic nous dit, j'entends, mais nous, on met à disposition notre stimulateur, ensuite on va faire un software, eh bien, je pense que les voies, en tout cas, devraient être considérées de façon très attentive. Merci beaucoup. Et peut-être juste, Medtronic, vous êtes prêt déjà avec une idée de Monsieur Dubuis qui est quand même très early stage à mettre à disposition votre stimulateur, juste sur une intention? Vous avez besoin de quoi déjà dans la main? Tout à fait, on est prêt. Puis je pense qu'on l'a déjà montré dans certaines collaborations qu'on a eues avec le campus biotech dans le passé. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Je voulais juste revenir un peu sur quelque chose qui est, à mon avis, assez
Ouais, pas choquant, mais qu'on voit de manière assez régulière dans ces projets de développement de nouveaux produits. On a suivi la séquence de la table, on a suivi un mode très séquentiel dans ce développement un peu fictif, mais qui est représentatif quand même. Et je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moyen de travailler. Et de plus en plus, nous, on essaie d'intégrer le manufacturing le plus vite possible dès l'idée du projet. Donc vraiment tout au début, on aura en fait toutes les personnes qui sont à cette table vraiment autour de la même table pour travailler sur la première idée et même sur les prototypes, même sur les pilotes, sur les prototypes, sur l'industrialisation, parce que ce voice of manufacturing, comme on l'appelle, il est essentiel. Et puis si on va dans la bonne direction, directement avec l'idée de comment est-ce qu'on va fabriquer cette idée d'électrode externe dès le début, ça peut nous faire gagner, j'ai presque envie de dire, des années sur les 7 à 10 ans qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Mais Monsieur Dubuis, il a peur de vous parce que lui, il a sa petite idée, c'est un chercheur, et puis il voit le gros Medtronic, il va lui piquer son idée. Comment est-ce qu'on fait à NDA? Ça le rassure pas trop, Monsieur Dubuis? Je suis obligé de corriger parce qu'en fait, on collabore justement. Il y a une chaire Medtronic qui est basée à Campus Biotech, sinon je vais avoir des problèmes politiques. C'est déjà fait. Voilà. Fait. Non, mais je pense vraiment que le but sur ces projets qui sont tellement complexes, c'est justement de travailler ensemble parce que sinon on n'y arrive jamais. On a vu des projets qui étaient des superbes idées et puis qui pendant 30 ans restaient à l'état d'ébauche parce que voilà, personne n'osait vraiment aller de l'avant. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je prends l'exemple de Medtronic parce que c'est celui que je connais. Nous, on travaille à la fois sur de la recherche en interne, donc des projets qui viennent de l'interne et puis dont on a tous les corps de métier qui sont représentés ici puis qui nous permettent de développer des produits. Mais on travaille énormément avec des centres de développement, que ça peut être universitaire ou autre, avec des startups. Et puis on fait une espèce de veille, pas technologique, mais veille de marché, des idées qui sont en cours. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des fois la bonne idée de développer en interne, mais ça peut aussi être des fois la bonne idée de racheter l'idée qui a été développée par quelqu'un d'autre et de pouvoir l'industrialiser. Donc ça dépend un peu du coup par coup. Et nous, on a toute une équipe de business development qui regarde ça de loin ou de près, mais qui va vraiment être à l'affût des bonnes idées. Et là, je pense que l'électrode externe, c'est une bonne idée. Après, justement, quand vous parlez de manufacturing, il y a peut-être quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément, mais quand on fait un enregistrement, c'est comme dans l'aéronautique, dans la medtech, chacun des éléments est certifié. C'est-à-dire que la vis, vous achetez une vis, n'importe quoi, Hilti, vous ne pouvez pas prendre une vis même si c'est le même matériau, le même pas, etc., venant d'un autre manufacturier. C'est-à-dire qu'il faut aussi auditer les manufacturiers. Et c'est aussi pour ça que si M. Dubuis il va chez Hobby pour commencer tout seul, après Medtronic, quand il va récupérer, je vous laisse M. Piguet, mais vous allez devoir tout refaire en fait. Correct ? Alors, en tout cas, c'est sûr, nous sommes audités, nos fournisseurs de matériaux sont audités, leurs fournisseurs eux-mêmes aussi, donc toute la chaîne. Maintenant, on essaie des fois de pouvoir... Alors, pas réutiliser la vis Hilti, comme vous l'avez dit, en l'achetant chez Hornbach, mais on va réutiliser la vis qu'on a utilisée dans le produit précédent pour ne pas avoir besoin de refaire toute cette chaîne. Maintenant, c'est certain que non seulement tous les composants du produit, mais tous les processus de fabrication qui permettent de transformer ce produit, tout cela est audité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme le disait Marie Gomez, c'est pour ça que ça prend du temps de faire tout ce chemin de mise sur le marché d'un nouveau produit. Et puis au niveau réglementaire, moi ce qui m'embête, c'est que M. Dubuis, il avait une idée géniale. Parce qu'en fait, il voulait faire une électrode externe. Qui dit externe dit non implantable, dit une classe de protection pour les devices médicaux qui est un petit peu plus facile. Sauf que notre ami de la recherche translationnelle, l'ingénieur qui, lui, va faire, nous dit non, attendez, on doit faire implantable parce qu'on n'est juste pas capable encore de faire non implantable. Et du coup, Marie, c'est un dispositif qui est quelle classe une électrode implantable ?
Alors, en fait, ça va dépendre des medical claims, de ce qu'on va revendiquer à partir de ce produit. Je pense que c'est très important, quel que soit le stade de développement, que ce soit effectivement, quel que soit le lieu du développement aussi du produit, qu'on soit au niveau universitaire, qu'on soit dans des tailles d'entreprises intermédiaires ou après effectivement chez des gens comme Medtronic, c'est vraiment d'avoir une stratégie en fait dès le départ et d'avoir une première idée, peut-être qui sera un peu high level au départ de ce qu'on pourra faire, de quelles vont être les exigences réglementaires, quelle va être la classe de risque du produit. On sait que dans les plans de développement, des fois, les choses peuvent évoluer, mais dès le départ, même au niveau de l'université, c'est bien d'avoir ce type de notion afin de répondre à ces exigences et de savoir qu'est-ce qui va être applicable, parce que ça va orienter le nombre de tests que l'on va faire, les étapes du développement. Et puis l'idée, c'est bien sûr d'avoir une valeur ajoutée, d'amener de la valeur à ce produit pour donner envie à des entreprises comme Medtronic d'investir aussi. Donc typiquement, si en fonction des revendications que l'on aura au niveau médical pour ce type d'électrode, est-ce que c'est juste là pour diagnostiquer quelque chose? Est-ce qu'on va vraiment dans du traitement médical? Est-ce qu'elle va orienter le choix d'un traitement auprès du patient? Qui prend la décision? Est-ce qu'on a par exemple un software qui va être connecté puis qui va dire à un patient bon ben voilà, là il faut prendre, il y a tel et tel signe au niveau clinique, il y a tel et tel symptôme, on va prendre tel ou tel médicament. Donc là on va orienter un choix. Donc on peut tout à fait être en fonction de l'indication dans une classe 2, dans une classe 3. Ça, ce sont des choses qui doivent être définies en termes de stratégie réglementaire. C'est relativement important d'en avoir conscience. Ouais. Maintenant, je suis assez embêtée parce que là, le temps que tout le monde réfléchisse, on est déjà au 1er juin. L'été arrive, tout le monde va partir en vacances. Et Monsieur Dubuis, il y a une très mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, vous êtes allé voir votre board de Campus Biotech et ils ont dit non, Monsieur Dubuis, il y a déjà trop à faire à Campus. Donc, c'est soit le projet, soit nous. Et puis, comme vous êtes un homme qui aime le risque, vous avez dit je quitte Campus Biotech et je vais lancer la société Electrodity. Et puis, le problème, c'est que vous n'avez pas d'argent, en fait. Vous avez vos ressources personnelles, mais vous trouvez où l'argent pour faire ça? Parce que Campus Biotech ne veut pas vous suivre. C'est vous qui le dites. Hein. C'est le board. c'est le board qui le dit. Non, je pense que le problème du financement est un problème qui est largement déjà résolu. Alors, vous direz que j'entends, alors qu'on parle souvent de problématiques qui sont complexes, surtout en ces périodes de Covid, mais je pense que la situation s'est largement améliorée. C'est-à-dire que, bien sûr, sur des projets aussi ambitieux que ceux dont on parle, ce qui est de loin le plus intéressant, c'est de pouvoir capitaliser dans un premier temps sur ce que j'appelle de l'argent non dilutif. C'est-à-dire qu'on a la chance en Suisse d'avoir énormément de fondations qui sont là pour soutenir des projets avec ce type d'ambition. Si je prends simplement sur Campus Biotech, on a le centre Wyss. Monsieur Wyss étant un entrepreneur lui-même qui a posé plus de 100 millions sur la table. Pour faire quoi? Pour faire exactement ce dont on parle autour de cette table, c'est-à-dire de prendre des risques qui peuvent paraître démesurés par rapport pour des investisseurs que l'on connaît, simplement parce qu'en fait, à la fois les taux sont très élevés, les risques sont très élevés, et ensuite le marché qui est très lié aussi au remboursement qui pourra être fait par rapport à ce type de technologie est aussi élevé. Et donc ce type d'organisations sont propres à développer ou en tout cas à faire les premières étapes. Et ensuite, c'est un marché tout à fait normal qui doit être mis en place, c'est-à-dire que ce soit simplement à travers des levées de fonds en passant par des sociétés de venture capital ou des partenariats, comme il a été dit, avec des grosses sociétés. Et c'est là que les grandes sociétés, pour moi, jouent un rôle qui est très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que l'on défend à Campus Biotech, qui n'est pas un centre de recherche classique, puisqu'en fait, on veut avoir de l'activité industrielle, on veut avoir de l'activité entrepreneuriale à travers des startups, parce que, comme je l'ai dit précédemment, chacune de ces voies offre des avantages et en fonction de la typologie des produits et en fait du degré d'avancement, en fait, on pourra choisir. Il y a encore 2 éléments sur lesquels j'aimerais revenir et qui touchent mon voisin de fin de table. Ce qui a été dit est parfaitement correct, à savoir qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, je pense qu'on peut dire que les briques technologiques sont beaucoup plus prévalentes. Il fut un temps où, en gros, vous aviez une idée, vous deviez développer la technologie, valider la technologie, enregistrer la technologie pour arriver à quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle de vis, ce n'est pas seulement la vis n'est pas fonctionnelle en soi,
mais on parle de stimulateurs. Et vous avez des stimulateurs qui sont développés par de nombreuses sociétés. On a même des sociétés qui sont en OEM complet et qui fournissent des systèmes classiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme il a déjà été précédemment dit, vous allez ôter un risque de développement et surtout un temps de développement qui est conséquent. Alors peut-être bien que ça va vous lier à un produit, mais pour arriver à une preuve de concept, c'est souvent une voie qui permet de diminuer le risque, diminuer les budgets et d'accélérer le tout. Parce que quelque part, quand je parlais de la valeur de l'argent, plus un projet est avancé, meilleur marché est l'argent. C'est-à-dire si vous arrivez avec une idée auprès d'un investisseur, il y a peu de chances qu'il vous écoute suffisamment, sauf si dans des cas très particuliers, si vous arrivez avec un prototype, la situation est très différente. Et quand vous irez voir Medtronic, on voudra voir un prototype fonctionnel. Souvent les medtech, tendanciellement je généralise, sont prêts à payer plus tard et voudront voir quelque chose qui est déjà bien établi. Sachant qu'ensuite, ils ont toute la force pour prendre ce prototype et ensuite l'amener au marché le plus rapidement possible, ce qui est une force qui est incroyable. Et donc, le fait de s'appuyer sur cette technologie qui est prévalente vous force pas seulement à vous tourner vers vos ingénieurs, mais aussi à vous tourner vers le marché pour savoir quels sont les éléments que vous pourriez intégrer et qui permettent d'accélérer le tout. Un deuxième point sur lequel je ferai aussi très attention, c'est que souvent, quand on parle avec des entrepreneurs, on se dit « Ouh là, c'est breveté, donc je ne peux rien faire ». Et c'est ce qui a aussi été mentionné. Bien sûr que vous avez je pense à Medtronic, parce qu'en fait, ils sont autour de cette table. Mais Medtronic, je me suis même laissé dire que générait plus de revenus sur le trading au niveau des brevets que sur la vente de ses produits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une société comme Medtronic est assise sur une connaissance incroyable. Et que donc, aujourd'hui, le monde du brevet est devenu pratiquement une monnaie d'échange. Et que vous pouvez toujours accéder à cela. Après, c'est une question de négociation. Et que finalement, il ne faut pas tuer une bonne idée parce qu'un jour où un des éléments n'existe pas ou il est breveté par quelqu'un. Mais j'entends, vous avez des partenaires qui pourraient devenir naturellement vos partenaires et vous aider à développer votre produit. Du coup, Monsieur Piguet, Monsieur Dubuis, il dit qu'il pourrait venir vous voir assez tôt. Imaginons qu'il n'est pas encore en clinique. Ça veut dire que son dispositif, il a un prototype. Michael a vraiment bien travaillé. Il est un beau prototype en titane. Il vient vous voir. Est-ce que vous pouvez financer avant la clinique? Oui, non. Qu'est-ce que vous financez? Et surtout, vous lui demandez quoi en échange à Monsieur Dubuis? Vous prenez des parts au capital. Et là, on imagine, on reste dans notre concept, dans notre contexte suisse. On vient frapper à Tolochna, on nous envoie aux États-Unis, ou vous avez aussi une certaine latitude ici pour déjà des premiers petits projets? Comment vous voyez les choses? Non, alors on a une latitude locale, donc on a la chance sur le campus de Tolochna d'avoir le siège européen. Donc voilà, avec un bureau, justement, comme je le disais tout à l'heure, de business development qui prend ce genre de décision, puis qui peut décider de développer un produit ou pas. Maintenant, moi, je ne fais pas partie de ce bureau-là. Moi, je suis vraiment au niveau operations, mais je sais comment ils fonctionnent et je sais qu'ils peuvent racheter des idées ou les cofinancer, y participer, même avant le prototype. Ça peut se passer des fois que, voilà, sur une bonne idée, ils décident de mettre des billes dans l'idée pour pouvoir aider le financement. Mais c'est sûr que ça va être basé sur des décisions stratégiques. Est-ce que c'est aligné avec le portefeuille de produits? Et puis, il faudra quand même que le business case soit suffisamment solide pour qu'il puisse être entendu. Par contre, moi, j'avais juste un petit point anecdotique, c'est que j'ai une bonne nouvelle, on vient de gagner 3 semaines sur le projet parce qu'il n'y a pas de vacances horlogères dans la medtech. Parfait. Alors du coup, on était au mois de septembre et on retourne 3 semaines avant, on est le 1er août. Et là, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, parce qu'en fait, le bureau dont vous parlez à Tolochna a pris le prototype de Michael et ils ont testé l'autonomie de la batterie et ils ont dit non, vous êtes sympa, monsieur Stockel, mais l'autonomie que vous nous proposez, c'est pas suffisant. Vous avez l'été et revenez, on a rendez-vous le 15 septembre et trouvez-moi une solution qui pourrait venir de l'horlogerie ou d'autre part pour avoir une autonomie supérieure, parce que là on n'arrivera à rien à faire. Vous faites quoi? Je pars sur le solaire. Est-ce que ça arrive souvent qu'on vienne et que finalement on rechange le cahier des charges ou qu'on rajoute des choses qui sont des éléments importants? Et comment vous intégrez ça dans un nouveau prototype?
Et là, si je peux juste m'exprimer, je reprends le relais par rapport à Michael, parce que je lui laisse développer un système qui est révolutionnaire. Je pense qu'on peut dire qu'on a une chance incroyable. Parce qu'en fait, on a énormément de sous-traitants et d'instituts, je pense au CSEM, je pense à Valtronic, etc., qui sont des spécialistes, non pas dans la génération de batteries, mais dans la consommation de basse consommation. Et donc, finalement, c'est comme dans l'énergie, vous pouvez consommer moins, mais vous pouvez produire plus. Donc, le but, ce n'est pas de produire plus ou d'avoir des batteries qui soient les plus grandes possibles, mais simplement, c'est d'avoir une consommation qui soit plus basse. Et ça, on l'a fait notamment dans le cadre du Vice Center, où finalement, les premiers prototypes, en gros, ce n'est pas ce qui vous intéresse vraiment, vous voulez voir que ça marche. Et ensuite, vous allez travailler sur les consommations pour faire en sorte que vous arriviez à travailler le plus longtemps possible. Et là, ce n'est pas mon collègue de Medtronic qui va me contredire. En fait, le but et le problème de tous les implantables, c'est la pile. C'est-à-dire qu'à un certain moment, comme on l'espère, les gens vivent longtemps, il faut remplacer la pile. Remplacer la pile, c'est faire une opération complexe, etc. Et c'est associé à un coût. Et donc, d'avoir des consommations basses, voire des systèmes d'auto-recharge, voire des recharges externes, bon, là, il y a beaucoup de confusion aussi qui s'applique parce que tout le monde pense au système Tesla avec une recharge rapide, sauf que quand vous avez une électrode dans le cerveau, vous ne voulez peut-être pas qu'il commence à bouillir parce que vous avez fait un transfert trop important d'énergie. Mais en fait, c'est des systèmes sur lesquels la Suisse est bien développée et tous les systèmes induits de production d'énergie sont des systèmes que vous avez su développer dans le domaine de l'horlogerie. En tant qu'agent de brevet, c'est des choses que vous avez déjà vues ou... Alors oui, c'est une problématique qu'on rencontre très souvent. En fait, on commence par protéger un type de prototype particulier. Alors il faut effectivement avoir des revendications, les claims, larges, pour pouvoir avoir une autonomie ensuite, en cas de changement d'un des éléments, de pouvoir se rattraper, de garder la protection. Donc on a la chance d'avoir la priorité, donc c'est un premier dépôt qu'on dépose à un temps zéro, et il va être confirmé une année après par un dépôt international par exemple. Donc pendant cette période-là, effectivement le prototype va évoluer. Il y aura effectivement des changements à faire. On aura encore la possibilité, donc, au temps de dépôt une année après du PCT, de modifier un petit peu les revendications pour pouvoir vraiment bien fixer le brevet. J'avais encore une autre remarque à faire par rapport au financement. C'est quelque chose aussi d'important. Effectivement, les frais de brevet, au début, ce n'est pas très élevé. Ça s'élève à entre 5 000 jusqu'à 10 000 francs pour le dépôt PCT. Mais vous pouvez avoir des financements également par les cantons, les offices de promotion économique, notamment sur Vaud, par exemple. Speco peut donner jusqu'à 5 000 francs de remboursement de frais de brevet. Le canton du Jura donne par exemple 10 000 francs, donc ce qui est déjà très intéressant, ça rembourse la totalité des frais d'agent brevet. Et ensuite, il y a aussi les organismes du style InnoSuisse, notamment si Benoît décide de se lancer sur la start-up. Il peut rentrer dans InnoSuisse pour les projets start-up et obtenir des financements par la Confédération. Donc c'est intéressant. Et pas seulement les start-up d'ailleurs, les sociétés sont tout à fait éligibles pour bénéficier parce qu'en fait le but de InnoSuisse c'est surtout de développer le développement industriel qui soit porté par une start-up, une PME ou une grande entreprise. Excellent. Du coup, Michael, excellente nouvelle, vous avez 1 an pour modifier les revendications. On ne peut pas les changer totalement, j'imagine que c'est juste des adaptations. Vous partez sur quoi comme système? Benoît parlait de l'induction. Est-ce qu'on arrive à faire aussi, il y a toujours un petit peu ces rêves de se dire mais le corps, on produit nous-mêmes de l'énergie, que ce soit un thermogénérateur, que ce soit de la piezo, que ce soit la récupération du mouvement. On bouge tous. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à récupérer tous mes mouvements de bras pour réalimenter cet implant? Comment est-ce que vous voyez les choses? Le futur de l'énergie? Le futur de l'énergie, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Maintenant, pour revenir à votre question sur les modifications qu'on peut avoir en cours de projet, ça, effectivement, c'est quelque chose auquel on doit régulièrement faire face, vu que nous, on est vraiment aux premières étapes de développement d'un projet. Et là, en fait, je voudrais aussi un peu revenir sur ce qu'a dit monsieur de Medtronic par rapport au fait d'être tout de suite mettre en contact les gens de la fabrication. Je voudrais juste mettre un haut là en disant attention. Nous, on participe aussi au développement de projets qui n'ont pas forcément d'avenir technologique de sortie, parce que ça permet aussi de développer des techniques, des process qui seront utilisés pour d'autres choses. Et j'aimerais pas justement couper cette partie-là et couper des projets sous prétexte de se dire dès le départ, oui, mais ça, d'un point de vue technologique, ça n'a pas d'avenir. Alors que finalement, en développant ces projets-là,
on a développé des techniques qui nous ont permis après de les translater sur d'autres projets qui étaient, eux, à des fins beaucoup plus industrielles. Donc maintenant, pour revenir à votre question sur les... quand on fait une modification en cours de route, déjà, c'est parce que soit on s'est rendu compte qu'au niveau de la finalité, on n'a pas les résultats qu'on voulait, soit on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des technologies qui étaient beaucoup plus efficaces, parce que ça s'est développé dans d'autres laboratoires. Il y a la recherche avance pas uniquement chez nous, mais ailleurs, et on se dit, tiens, cette découverte à cet endroit-là va nous être utile pour notre projet. Et donc si au moment où on se retrouve avec des problèmes de batterie, on se rend compte que d'autres laboratoires, par un système de friction, par un système, je sais pas, un solaire au niveau d'une montre, on fait des gros progrès à ce niveau-là, pourquoi pas utiliser leur technologie et essayer de l'implanter finalement dans le produit qu'on est en train de développer. Merci beaucoup. Ça tombe bien, Madame Gomet, il y a l'Union européenne qui est arrivée. Bon, avec la Suisse, c'est un peu tendu en ce moment, mais l'Union européenne vient de lancer un call. On est sur Horizon 2060. On est très loin maintenant, tout va bien dans les relations. Et puis, il lance un appel pour un projet en orphan, donc une indication orpheline. Et l'électrode de Monsieur Dubuis serait exceptionnelle pour cette maladie neurodégénérative orpheline. En termes de stratégie, il y a des avantages, ou comment est-ce que vous voyez les intérêts de pouvoir aller dans, on va dire, des marchés de niche versus les gros Blue Ocean? Alors déjà au niveau européen, pour l'instant, il n'y a pas cette notion de maladie orpheline comme on peut avoir dans d'autres pays, mais imaginons que ça arrive dans quelques années, pourquoi pas, ça serait effectivement intéressant. Il y a beaucoup d'innovations qui s'adressent à ce type de patients. De manière générale, en termes d'accès au marché, je pense que il est souvent très, très sexy aux yeux des investisseurs de vendre une idée, un projet, en disant qu'on va aller aux États-Unis, qu'on va aller dans toute l'Europe, qu'on va aller dans un marché avec plusieurs millions d'habitants et qu'on va avoir X parts de ce marché. Et du coup, qu'on va faire énormément de bénéfices très rapidement dans les années à venir. C'est souvent assez sexy. Ce qu'on recommande, nous, quelles que soient les tailles des entreprises, c'est vraiment, quand il y a un nouveau produit, une innovation, un nouveau projet de ce type-là, finalement, c'est d'essayer d'être très pragmatique et d'être réaliste. C'est-à-dire que si on souhaite aller sur un marché peut-être qui va être immense, mais qu'au niveau réglementaire, ça va être très très compliqué d'enregistrer ce produit. Quand je dis compliqué, ça veut dire qu'il va falloir des ressources humaines, des ressources en termes de connaissances, en termes de finances aussi, et puis qu'on va être sur des temps d'enregistrement avec beaucoup de difficultés, et puis finalement peut-être peu de chances de succès. C'est peut-être pas la peine d'y aller. Il vaut peut-être mieux aller sur un marché un peu plus petit en termes de taille. Donc je pense que ça rejoint l'idée que vous apportiez. Il vaut mieux aller sur un marché un peu plus petit, être un peu plus rapidement sur le marché, de manière à collecter des données et à acquérir de la connaissance sur le fonctionnement du produit aussi. En MedTech, la particularité du cycle de vie de produit, finalement, c'est pas comme en pharma par exemple, où on part d'un médicament et puis ce médicament ne bouge pas. En MedTech, le dispositif médical, il va évoluer au fur et à mesure qu'il est utilisé finalement par des patients. Une entreprise qui va mettre un dispositif médical sur le marché, elle va mettre tout en œuvre, et elle doit mettre tout en œuvre pour collecter des informations sur l'utilisation de ce produit, que ce soit des données médicales ou des données techniques. Ces données, donc c'est les retours patients finalement, vont permettre d'améliorer le produit et toujours d'améliorer la balance bénéfice-risque. Donc on va aller vers une amélioration de ce produit. Donc finalement, il vaut mieux aller au départ, peut-être prendre la voie un peu plus facile sur un petit marché, peut-être faire un petit peu moins de bénéfices, voire un peu moins rêver les investisseurs, mais finalement être un peu plus réaliste pour améliorer le produit et ensuite lui donner davantage de valeur. Merci beaucoup. Monsieur Piguet, pour terminer, justement, c'est un peu ce que Genzyme a fait. Pour rappeler, en biotech, ils se sont focalisés sur les maladies orphelines avec parfois des populations de dizaines de personnes ou de centaines de patients. Et puis finalement, Sanofi les a rachetés et c'est la richesse de Sanofi, c'est Genzyme aujourd'hui. Vous arrivez à vous concentrer aussi sur des maladies orphelines ou vous êtes obligé de cibler des mass markets pour rentabiliser votre outil de production? Je pense qu'actuellement, avec la taille de Medtronic, on a la chance de pouvoir diversifier énormément le portfolio. Donc c'est sûr que
tout ce qui est pacemaker, implant cardiaque comme des stents ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est des chiffres de vente absolument faramineux, mais ça nous permet aussi d'aller, alors je ne sais pas si on peut parler sur maladie orpheline parce que les traitements sont un peu différents, mais sur des marchés un peu plus de niche qui vont peut-être vont traiter moins de patients que voilà, les pacemakers, c'est peut-être 5 millions vendus dans le monde chaque année. Bon, ce n'est pas les médicaments, hein, évidemment, mais il y aura d'autres types de traitements. On sait que le traitement de la maladie de Parkinson, au début, ce n'était pas pour beaucoup de monde. Même maintenant, ce n'est pas pour énormément de monde. Ça grandit. Et puis, il y en a d'autres encore plus niches, comme certains traitements de douleurs fantômes ou des choses comme ça qui sont... Voilà. Mais ce n'est pas dans le sens maladie orpheline comme on l'entend pour la pharma. Mais ça, disons, pour simplifier, on a quand même un portfolio de produits assez diversifié. Et puis les core business, comme on dit, permettent aussi de financer d'autres marchés un peu plus de niche. Parfait, merci beaucoup. Il me reste juste 2 questions, une pour Monsieur Dubuis et une pour le public. Vous pouvez les imaginer déjà. Monsieur Dubuis, ça fait 3 ans que vous traînez votre projet. Finalement, vous n'arrivez pas trop à vous concentrer parce qu'il y a plein d'autres idées. Michael est parti et il a décidé de faire autre chose, de suivre sa femme au Royaume-Uni. Vous continuez, vous arrêtez. C'est quoi qui arrive à vous dans vos idées que vous avez en permanence? C'est quoi qui vous fait tenir dans cette idée? Je pense qu'il y a déjà 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que sur 7 ans de développement, si on est à 3 ans, il ne me reste plus que 4 ans. Donc je pense que je vois la bout du tunnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme au départ, comme hypothèse, il a été prévu que je quittais Campus Biotech. Donc je suis en entrepreneur. J'ai déjà 3 ans. J'ai réussi à financer les 3 premières années les plus compliquées de ma société. Il ne me reste plus que 4. Donc j'entends... peut-être qu'on m'invitera plus sur ce type de salon. Et puis, j'aimerais revenir encore sur un autre point. En fait, qui ressort à travers toute la table ronde. Le premier, c'est on a compris qu'on est dans un monde interdisciplinaire, multiculturel, et que finalement, on s'appuie sur 2 clusters, un cluster d'ingénierie, le deuxième au niveau du biotech. Faire le pont, et c'était la question principale du départ, n'est pas toujours évident. Alors, si on s'appelle Medtronic et on veut se lancer dans quelque chose de très différent, c'est pas trop un souci, on prend un risque. On engage des personnes, on va choisir les meilleurs, on investit sur un laboratoire et ensuite on tire des conclusions. Si on est une petite start-up, si on est une PME grandissante, c'est beaucoup plus risqué parce qu'on ne connaît pas le résultat. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que le salon pense à vous. Et le salon a lancé un challenge qui s'appelle Watch MedTech, qui est là exactement pour ça, à savoir pour vous soutenir dans cette translation, pour comprendre, pour vous aider dans ce passage du domaine de la haute mécanique de précision pour aller vers le domaine du MedTech. On est là pour le faire. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a un stand. Et ce stand, il est numéroté. C'est comme les batailles navales ici, mais avec plus de cases. Donc, c'est le M96. Et donc, vous pouvez venir nous parler. Vous avez Michael qui se trouve. Puis la troisième bonne nouvelle, c'est que la plupart des messages dont on a parlé, le message de Marie, le message de Medtronic, le message des implants, on vous le retrouve par écrit aussi. Donc, je vous invite simplement à passer au stand. Comme ça, vous aurez de l'information qui vous permettra de prolonger vos discussions et surtout peut-être nous contacter si on peut faire quelque chose pour vous aider justement à aborder des marchés qui sont différents, mais qui, comme a été très justement dit par notre animatrice aujourd'hui, disons, sont beaucoup moins cycliques que des domaines comme l'horlogerie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on est toujours malade, on a toujours ce type de problématique. Alors bien sûr qu'il y a des hauts et des bas d'un point de vue boursier, mais que d'un point de vue demande, je pense que la demande ne peut que croître. Et quelque part, quand on pose la question par rapport à Genzyme, par rapport au MedTech, vous savez, c'est toute une question de stratification. Si vous regardez même le pacemaker ou n'importe quel stimulateur, on va vous trouver 10 sous-classes et que parfois il vaut mieux rentrer par une de ces sous-classes et ensuite de faire une extension de marché plutôt que de viser le Graal tout de suite et puis peut-être se retrouver en confrontation frontale avec des géants pour qui on doit avoir le plus grand respect, qui sont Medtronic et d'autres. Merci Benoît. L'enseignement aussi, c'est que les inventeurs, ils vous dépassent toujours, parce qu'en fait, ma conclusion, c'était de vous engager à venir nous soumettre vos idées, parce que justement, le salon a lancé ce challenge
dans le but d'aider ceux qui, dans la salle, auraient des idées. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas d'idées abouties non plus. C'est juste aussi des discussions, des réflexions. Je pense que si vous êtes venu à cette table ronde, c'est que vous avez un intérêt ou en tous les cas une curiosité par rapport à ça. On sera ravis de vous accompagner. Et puis la dernière question, Monsieur Singer, il y a toute l'équipe qui est là qui dit que si vous êtes d'accord, ils arrêtent tous leur métier et puis on lance cette électrode. Mais il faudrait vraiment que vous soyez ultra motivés par la complémentarité de l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enthousiasme. Parfait. En tous les cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on est à disposition. La séance a aussi été enregistrée, donc on pourra retrouver quelques enseignements. Mais le plus important, c'est LinkedIn et les comptes des uns et des autres. Et c'est le réseau actif qu'on va réussir à tisser tous qui est le plus important. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.